Si quelqu'un m'avait dit qu'un simple non pouvait me coûter ma famille, je ne l'aurais jamais cru. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé le jour où j'ai refusé de financer un programme à 92 000 pour ma sœur. Je m'appelle Élise, je suis une femme ordinaire avec une vie, des responsabilités, des limites. Et j'ai appris à mes dépens que, dans certaines familles, l'amour peut devenir conditionnel. Si je partage mon histoire aujourd'hui, ce n'est ni par vengeance ni par colère, mais pour que vous compreniez jusqu'où la pression familiale peut aller quand l'argent s'en mêle, et surtout comment poser des limites peut bouleverser toute une vie. Restez jusqu'à la fin, car ce que j'ai découvert après le message le plus cruel de mon père a profondément changé ma façon de voir l'amour, la loyauté et le courage de dire non. Je n'ai jamais cru que l'amour familial pouvait devenir conditionnel jusqu'au jour où j'ai compris que, dans ma famille, l'aide financière était devenue une obligation déguisée en devoir moral. Depuis des années, je suis celle qui s'en sort, celle qui a travaillé dur, fait des sacrifices, accepté des renoncements pour bâtir une stabilité que personne ne m'a offerte. Je suis une femme, une fille, une sœur, mais surtout une adulte responsable, consciente de ses limites. Pourtant, à chaque réussite de ma part, une attente implicite naissait, comme si mon équilibre devait servir de béquille au choix des autres. Je ressentais cette pression diffuse, jamais formulée clairement, mais toujours présente, qui me disait que dire non serait vu comme une trahison. Ma sœur a toujours suivi un chemin différent du mien. Là où j'ai avancé avec prudence, elle a souvent foncé, portée par des rêves ambitieux, mais rarement accompagnés d'un plan réaliste. Je ne la juge pas, je la comprends même parfois, mais j'ai longtemps été celle à qui l'on demandait de réparer les conséquences de décisions que je n'avais pas prises. Cette fois encore, le discours était enveloppé de beaux mots: avenir, opportunité unique, transformation de vie. Mais derrière ces promesses se cachait un chiffre brutal, 92 000 une somme colossale qui dépassait tout ce que je pouvais raisonnablement donner sans me mettre en danger moi-même. Lorsque la demande est arrivée, elle n'était pas une question, mais une attente. On ne m'a pas demandé si je pouvais aider, on m'a expliqué pourquoi je devais le faire. On m'a parlé de solidarité familiale, de loyauté, de sacrifices partagés, comme si mes propres efforts passés n'avaient jamais existé. J'ai senti mon estomac se nouer, car au fond de moi, je savais que dire oui serait me renier, et dire non serait déclencher une tempête. J'étais coincée entre l'image de la fille généreuse qu'on attendait et celle de la femme que je devenais, consciente de sa valeur et de ses limites. J'ai pris du temps pour réfléchir, peser chaque mot, chaque conséquence. J'ai revu mes comptes, mes projets, mes rêves mis de côté pour enfin respirer un peu. Ce n'était pas de l'égoïsme, c'était de la survie émotionnelle et financière. Aider, oui, quand c'est possible et sain. Mais porter seul un poids aussi lourd, non. Plus j'y pensais, plus je comprenais que ce refus n'était pas un rejet de ma sœur, mais un acte de respect envers moi-même. Pourtant, je savais que ce raisonnement ne serait pas entendu de la même manière par tout le monde. Avant même de donner ma réponse, j'ai senti le climat changer. Les appels devenaient plus insistants, les messages plus chargés d'émotions, comme si l'urgence justifiait la pression. On me parlait de délais, de places limitées, de portes qui se fermaient si je tardais. Cette stratégie m'a profondément blessée, car elle transformait un lien familial en négociation financière. À ce moment-là, j'ai compris que quoi que je décide, quelque chose allait se briser. La question n'était plus seulement l'argent, mais le respect, la liberté de dire non sans être puni. Quand j'ai finalement exprimé mon refus, je l'ai fait calmement, avec des mots mesurés, en expliquant mes raisons sans accusation ni colère. J'ai parlé de mes limites, de mes responsabilités, de la nécessité de préserver ma propre stabilité. Je pensais naïvement qu'une discussion adulte était possible, que l'on pouvait ne pas être d'accord sans se déchirer. J'espérais au moins être entendue, même si je n'étais pas comprise. Mais la réaction a été immédiate, froide, presque mécanique, comme si mon rôle dans la famille venait d'être redéfini en une seconde. On m'a répondu que je décevais tout le monde, que je brisais l'espoir de ma sœur, que je pensais uniquement à moi. Ces mots ont résonné comme des coups, car ils effaçaient des années de soutien silencieux, de concessions invisibles. J'avais l'impression que toute mon histoire familiale se résumait soudain à un virement bancaire que je refusais d'effectuer. Plus j'essayais d'expliquer, plus je sentais que mes paroles se perdaient dans un mur d'attentes déçues,
et de colère accumulées. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le désaccord, mais l'absence totale d'empathie pour ma position. Personne ne m'a demandé comment je me sentais, ce que ce sacrifice représenterait pour moi. Tout tournait autour de ce que je devais faire, jamais autour de ce que je pouvais réellement supporter. À cet instant, j'ai compris que l'on confondait amour et obligation, soutien et contrôle. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais aussi étrangement éclairante. La conversation s'est terminée sans résolution, laissant un silence lourd derrière elle. Je savais que le calme apparent n'était qu'un prélude. J'ai passé la nuit à ressasser chaque phrase, à douter de moi, à me demander si j'avais été trop dure, trop ferme. La culpabilité s'est insinuée lentement, comme si je portais la responsabilité du malheur des autres. Pourtant, au fond de cette tempête intérieure, une petite voix persistait, me rappelant que me sacrifier entièrement n'était pas une preuve d'amour. Le lendemain, j'ai essayé de reprendre une vie normale, mais quelque chose en moi était déjà ébranlé. Je surveillais mon téléphone, redoutant le prochain message. Je savais que la réaction la plus violente n'était pas encore arrivée. Ce refus avait touché un point sensible, un équilibre fragile, basé sur des attentes jamais clairement discutées. J'étais sur le point de découvrir jusqu'où certains liens peuvent aller lorsqu'on ose poser une limite ferme. Le message est arrivé sans avertissement, brutal dans sa simplicité. Quelques mots seulement, mais chargés d'une violence émotionnelle que je n'aurais jamais imaginée venant de mon propre père. Tu es morte pour nous, ne reviens jamais ici. En lisant ces lignes, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'était plus un conflit financier, c'était une exclusion totale, une rupture symbolique qui me rejetait hors de ma propre famille. J'ai relu le message plusieurs fois, espérant y trouver une nuance, une exagération passagère. Mais les mots restaient les mêmes, froids, définitifs. Être déclarée morte pour avoir dit non, pour avoir protégé mes limites, m'a plongée dans un état de choc profond. J'ai pleuré non pas seulement pour la cruauté du message, mais pour l'amour conditionnel qu'il révélait. Tout ce que je croyais solide s'effondrait en quelques secondes. Ce qui m'a le plus blessée, c'est la facilité avec laquelle on pouvait m'effacer. Comme si mon existence dans la famille dépendait uniquement de ce que je pouvais offrir matériellement. Je me suis sentie remplacée par un chiffre, réduite à une fonction. Ce message n'exprimait pas seulement de la colère, mais une tentative de contrôle par la peur et la culpabilité. Il disait « Obéis ou perds tout ». Après le choc initial, une profonde tristesse m'a envahie. J'ai pensé à mon enfance, aux souvenirs, aux moments partagés qui semblaient désormais sans valeur. Comment pouvait-on balayer tout cela si facilement? Cette question m'a hantée pendant des jours. J'ai réalisé que cette rupture ne parlait pas de moi, mais des attentes irréalistes et du déséquilibre émotionnel qui régnait depuis longtemps. Ce message a marqué un avant et un après dans ma vie. Il a brisé une illusion, mais il a aussi ouvert une porte vers une vérité difficile à accepter. J'ai compris que je ne pouvais pas contrôler la réaction des autres, seulement mes choix. Et même si ce choix me coûtait cher sur le plan affectif, il était nécessaire pour préserver ce qu'il me restait de dignité et de paix intérieure. Les jours qui ont suivi ont été marqués par un mélange de silence, de douleur et de réflexion profonde. Être coupé de sa famille n'est jamais anodin, même lorsque la relation est toxique. J'ai dû faire le deuil non seulement d'un lien, mais aussi de l'idée que je m'étais faite de ce lien. J'ai ressenti un vide immense accompagné d'une culpabilité persistante, comme si j'avais commis une faute irréparable. Peu à peu, j'ai commencé à analyser cette situation avec plus de recul. J'ai vu les schémas répétitifs, les attentes implicites, les rôles figés que l'on m'avait attribués. J'ai compris que mon refus avait simplement mis en lumière un déséquilibre ancien. Cette prise de conscience n'a pas effacé la douleur, mais elle lui a donné un sens. Je n'étais pas cruelle, j'étais cohérente avec mes besoins. J'ai cherché du soutien ailleurs, auprès de personnes capables d'entendre ma version sans me juger. Parler, expliquer, répéter m'a aidé à reprendre confiance en mon propre ressenti. J'ai appris que poser des limites claires est souvent perçu comme une menace par ceux qui profitent de leur absence. Cette vérité, bien que difficile, m'a libérée d'un poids immense. Avec le temps, j'ai commencé à me reconstruire, lentement, patiemment. J'ai redéfini ce que signifiait pour moi la famille, le respect, l'amour. J'ai accepté que certaines relations ne survivent pas à la vérité et aux limites. Ce n'est pas un échec, c'est une transformation.
J'ai cessé d'attendre des excuses qui ne viendraient peut-être jamais. Cette expérience m'a changé profondément. Elle m'a rendue plus consciente de ma valeur, de ma force et de ma capacité à survivre à la perte. J'ai compris que mon bien-être ne pouvait plus être négociable. Même si le chemin est parfois solitaire, il est aussi plus authentique, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à me sentir alignée avec moi-même. Aujourd'hui, je regarde cette histoire avec un regard plus apaisé, même si la cicatrice est encore là. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ces relations familiales, ni si un jour un dialogue sera possible. Mais je sais une chose, je ne regrette pas d'avoir dit non. Ce refus était un acte de survie émotionnelle, un choix nécessaire pour rester fidèle à moi-même. J'ai appris que l'amour véritable ne devrait jamais être conditionné à l'argent ou au sacrifice total. Lorsqu'on vous demande de vous effacer pour prouver votre attachement, ce n'est plus de l'amour, c'est du contrôle. Cette leçon, bien que douloureuse, est devenue un pilier de ma nouvelle façon de vivre et de me relier aux autres. Je continue d'avancer avec mes forces et mes fragilités, consciente que je mérite des relations basées sur le respect mutuel. Je refuse désormais de porter des responsabilités qui ne m'appartiennent pas. Cette clarté m'a apporté une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Raconter mon histoire n'est pas une manière de régler des comptes, mais de donner une voix à celles et ceux qui vivent des situations similaires. Dire non est parfois l'acte le plus courageux qui soit. Et même si cela entraîne des pertes, cela ouvre aussi la voie à une vie plus authentique. Je choisis aujourd'hui de me définir non pas par le rejet que j'ai subi, mais par la force que j'ai trouvée en moi pour y faire face. Mon histoire continue, différente de ce que j'avais imaginé, mais plus honnête. Et c'est peut-être là, finalement, la plus grande victoire. Cette histoire m'a appris que poser des limites n'est pas un acte de trahison, mais un acte de respect envers soi-même. Refuser de se sacrifier au-delà de ses capacités est une preuve de maturité, pas d'égoïsme. L'amour ne devrait jamais exiger l'effacement de soi. Les conflits familiaux autour de l'argent révèlent souvent des déséquilibres plus profonds. Apprendre à dire non, même face à la pression émotionnelle, est essentiel pour préserver sa santé mentale et son intégrité. On ne peut pas sauver tout le monde, surtout au prix de sa propre destruction. Si mon histoire vous parle, retenez ceci. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez financièrement, mais à ce que vous êtes. Protégez vos limites, écoutez votre intuition et n'ayez pas peur de choisir votre paix. Et si ce témoignage vous a aidé, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui peuvent, elles aussi, éclairer votre chemin.